Autrefois, entre Mout et Pontarlier, existait une florissante cité du nom de Danvautier. Un soir d'hiver, une pauvre femme, vêtue de haillons, pieds nus, serrant dans ses bras un enfant, se présente aux portes de la ville. Elle implore aide et assistance. Devant elle, les maisons se ferment, on la rejette. Elle longe les rives du Doubs, s'éloigne de la ville, s'agenouille au pied d'une statue de la Vierge, elle prie, elle implore. Lorsqu'elle se relève, un vieillard est à ses côtés. Il s'agit de Saint Point. Le vieil homme conduit la femme et l'enfant dans son ermitage, il leur offre le gîte et le couvert. Très vite, la femme et l'enfant s'endorment épuisés. Pendant ce temps, dans la ville, les lumières brillent. On fait la fête, les gens s'amusent. Soudain, un bruit sourd. Le sol gronde, la terre tremble, les murs se lézardent. L'eau court dans les rues, l'eau monte. Bientôt, on ne voit plus que les clochetons de la cité. Le lendemain, lorsque la femme se réveille, le vieil homme a disparu. Elle découvre dans la vallée un magnifique lac où scintillent encore les étoiles de la nuit. Plus tard, l'enfant, devenu puissant chevalier, construira un prieuré sur les ruines de la demeure du vieillard. Il donne un nom au lac, le lac de Saint-Point, qu'il conservera toujours. Très souvent, les soirs de Toussaint, veille de la fête des morts, on entend venir du fond du lac le tintement des cloches de Danvautier. Dans un passé encore très récent, lorsque les pêcheurs pouvaient utiliser des filets au lac, il n'était pas rare que ceux-ci accrochent leurs outils au clocher de Danvautier. C'est le témoignage de la terrible vengeance du ciel qui a puni les habitants de Danvautier. Le lac de Saint-Point se situe en Franche-Comté, plus précisément dans le Haut-Doubs, proche de la frontière suisse, à une altitude de 850 mètres. À seulement quelques kilomètres en amont se trouve un autre lac, le lac de Rémoret. De par sa superficie de près de 400 hectares et sa profondeur maximum de 40 mètres, le lac de Saint-Point est le troisième lac naturel français. Au cœur de montagnes vallonnées, entouré de pâturages, de forêts de résineux et d'une ceinture végétale extraordinaire, le lac de Saint-Point est un des plus beaux sites de la région. Le lac de Rémoret, quant à lui, véritable paradis pour la faune et la flore aquatique, est protégé par une réserve naturelle. Il s'étale sur une superficie de 99 hectares et atteint une profondeur de 27 mètres. À l'origine, ces deux lacs n'en formaient qu'un seul, qui, comme la majorité des lacs jurassiens, est né lors des dernières glaciations, il y a plus de 10 000 ans, suite au creusement des roches marno-calcaires. Ce n'est que beaucoup plus tard que le Doubs, en s'élargissant, coupa le lac en deux, créant entre eux une vaste zone marécageuse. Les brochets,
Perches, rotangles, gardons, vandoises et quelques truites qui peuplaient à l'époque cette partie calme et profonde de la rivière sont devenus les premiers habitants de ces deux lacs. Finalement, rien de bien extraordinaire dans le lac de Saint-Point, classé en seconde catégorie, jusqu'à l'introduction du Corrigon au milieu du siècle dernier, qui change définitivement le cours de son histoire. Après des années d'euphorie, ont suivi des périodes de vaches maigres, et il aura fallu plusieurs décennies avant que les populations se stabilisent. Guy Charberet, président de l'association locale, a suivi de très près l'acclimatation de ce poisson venu d'ailleurs, qui fait la renommée de ce lac. Le Corrigon a été introduit dans le lac de Saint-Point en 1948, à l'initiative de M. Gou, Marcel Gou, ingénieur des eaux et forêts, et bien entendu avec l'accord de l'association de pêche locale. Les pêcheurs ne se sont plus souciés pendant des années de cette introduction, qui était au demeurant fort modeste. 25 000 œufs provenant de la pisciculture de Neuchâtel en Suisse, qui ont été incubés à la pisciculture domaniale de Malbuisson. 25 000 œufs, ça tient dans le creux d'une main. Finalement, quelques années plus tard, des pêcheurs très surpris ont capturé un poisson d'origine inconnue et nous avons découvert qu'il s'agissait du Corrigon. Ceci était anecdotique. Mais 10 ans plus tard, les pêcheurs remarquaient le soir des moucheronnages curieux au milieu du lac de poissons qui semblaient se déplacer en banc. Et à l'initiative toujours de Marcel Gou, une pêche exceptionnelle fut programmée car Marcel Gou se doutait de ce qui se passait. Et grâce à des araignées de type pic provenant du lac Léman, on a découvert qu'en fait une population considérable de Corrigon s'était développée dans le lac, avec des poissons de 3 livres, 4 livres parfois, et une représentation assez harmonieuse des classes d'âge. Malheureusement, il était dit dans la littérature que ce poisson ne se capturait pas à la ligne, qu'il n'était destiné qu'à la pêche au filet, et ça c'était un peu le désespoir collectif. L'administration proposa donc d'effectuer quelques pêches exceptionnelles de façon à prélever la population excédentaire, jusqu'à ce que les pêcheurs finalement découvrent les moyens de pêcher ce poisson, et grâce d'ailleurs à leurs collègues d'Annecy, qui nombreux vinrent sur le lac dès qu'ils eurent connaissance de la présence du Corrigon. La pêche au départ resta quelque peu confidentielle, mais très vite elle prit des proportions importantes. Nous pêchions à cette époque le poisson à l'aide de minuscules caoutchoucs rouges introduits sur des hameçons. La population explosa littéralement. Du Corrigon, il y en avait partout. Les pêcheurs réalisaient des fonds de barque, 80 poissons dans une journée de pêche. Et cette situation a duré quelques années encore, jusqu'à ce qu'un vieillissement de la population soit constaté, avec la présence de poissons atteignant 6 livres, parfois 7 livres, ce qui est absolument exceptionnel. Et puis les choses se sont régularisées, régulées d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous avons une population harmonieuse de Corrigon dans le lac, avec une pyramide des tranches d'âge tout à fait convenable. Bref, nous avons atteint l'équilibre. Cette pêche qui se pratique à poste fixe en barque favorise les échanges entre pêcheurs, mais aussi la convivialité, la pêche en famille et la transmission du savoir de génération en génération. Jean-Baptiste prête main forte à son grand-père André et partage le plaisir de la capture de ce beau Corrigon dépassant le kilo. Mais bientôt les rôles s'inverseront, car dans cette pêche tout en finesse, hommes, femmes, jeunes et anciens peuvent tous pratiquer avec les mêmes chances de succès.
Alors la pêche du corrigone peut s'effectuer sur le lac de Saint-Point à l'aide d'une ligne d'une longueur maximale de 6 mètres qui peut être munie aussi d'un maximum de 10 hameçons. C'est une espèce que l'on peut capturer et garder à partir de 30 cm, qui est sa taille légale de capture. Ensuite, c'est une espèce qui peut se pratiquer, donc sa pêche peut se pratiquer longtemps, puisqu'elle est ouverte, donc sa période d'ouverture est du 1er janvier au 15 novembre inclus sur ce lac. C'est une espèce qui est très recherchée et puis qui attire de nombreux pêcheurs. Alors sur le lac de Saint-Point, la pêche se pratique en barque principalement, surtout au niveau de la côte, comme on appelle, dans des profondeurs qui varient de 5 à 20 mètres, suivant l'époque, les températures de l'eau, tout ça. Donc ici, les barques peuvent être amenées par le pêcheur, autrement on peut les louer, on peut louer ces barques. On a la chance d'avoir dans la région une réserve naturelle qui comprend le lac de Remoré, où la pêche est autorisée. Par contre, là, les barques doivent être louées sur place. Il y a un maximum de 15 barques autorisées en même temps. Elles ne sont jamais toutes louées ensemble. Donc la pêche, vous pouvez effectuer cette pêche dans un cadre vraiment exceptionnel d'une réserve naturelle. C'est vraiment super, quoi. Le corrigone est apparenté aux salmonidés par la présence de la nageoire adipeuse. C'est un salmonidé à petite bouche. Il est actuellement classé dans les corrigonidés. Regardez sa forme allongée, une robe argentée, un dos légèrement bleuté, un peu verdâtre, une nageoire caudale très échancrée et des nageoires un peu fumeuses du terme. Ce qui est caractéristique des sujets, c'est la petite bouche terminale, un œil relativement petit. Il s'agit manifestement ici d'un mâle d'environ 4 ans qui fait un petit peu plus de 35 cm et un poids voisin de 450 grammes. La petite bouche permet de caractériser son mode d'alimentation. Le corrigone est une forme planctonophage. Il se nourrit essentiellement de plancton, de petites formes de plancton, mais également de formes de macro-invertébrés et notamment de nymphes, de diptères qui émergent du fond du plan d'eau et qui lui offrent une nourriture abondante et régulière sur tout le cycle annuel. Quand les conditions sont propices à la pêche du corrigone, le bruit court vite sur l'eau et tous sont au rendez-vous, comme aujourd'hui. André, Jean-Baptiste, Jean-Jacques, Guy et les autres. En quelques minutes, un groupe d'une dizaine de barques se constitue et la pêche peut débuter. Certains ont tout laissé pour profiter de ce moment privilégié, comme Bruno, marchand d'articles de pêche et guide de pêche. Les tout premiers pêcheurs de corrigone utilisaient des petits canins en fibre de verre, avec une rallonge pareille en fibre de verre, assez grosse rallonge. Depuis, le matériel a pas mal évolué, puisqu'on arrive avec des cannes en carbone ou en fibre phénolique, équipées d'un sion maintenant très sensible. Donc vous avez une version ici avec bague porte-moulinet. On peut utiliser des petits moulinets assez légers ou des simples récupérateurs de fil. Et puis vous avez des versions sans moulinet, c'est-à-dire dont on a évidé le talon pour y passer une rallonge. Voilà la rallonge. Maintenant on a des rallonges en fibre de carbone beaucoup plus légères que les rallonges de nos anciens pêcheurs de corrigone. C'est beaucoup plus sensible et ça va bien mieux. Les sions ont différentes puissances, c'est beaucoup plus sensible. Vous avez par exemple là un sion de 3 à 5 grammes de puissance et là de 7 à 12 grammes. Donc pour bien repérer la touche vraiment très fine et très sensible du corrigone. Pour celui qui n'utilise pas de moulinet sur sa canne, on peut utiliser un cadre.
Donc plusieurs modèles de cadres. Voilà. En liège, en bois, cadre fait maison. Ça marche pareil et puis on l'utilise depuis plusieurs années. Hein. Les tout premiers pêcheurs de Corrigan utilisaient des cadres également. Ça s'est pas perdu. Pour pêcher, on utilise soit des nymphes, soit des larves. Voilà les larves, voilà les nymphes. Donc les larves sont montées sur des hameçons 14, soit avec du matériau plastique, du lure-fil par exemple, du body glass, du vinyl rib, du gum core. Et puis les nymphes sont montées avec de la soie de montage, toute simple, hein, soie de montage. On peut les faire un petit cerclage en tincelle, donc c'est monté sur des hameçons 14, dorés, bronzés ou noirs, ça dépend les habitudes des pêcheurs, mais c'est les hameçons qu'on utilise le plus souvent. Le meilleur moyen de s'amarrer pour la pêche au Corrigan, c'est qu'il faut s'amarrer sur la profondeur du buisson, 20-25 mètres. En l'occurrence, là, nous sommes à 23 mètres. Il faut posséder un touret, qui est facile à fabriquer pour un bricoleur, surtout un ancien mécanicien comme moi. Et 30-35 mètres de nylon de 3-4 mm. C'est la meilleure façon de ne pas accrocher les avançons quand on tient un gros poisson. Si vous mettez de la corde ordinaire, de la corde de tresset avec 7 ou 8 ronds, les hameçons se prennent dedans et vous cassez automatiquement. Tandis qu'avec le nylon, l'hameçon glisse compte et vous pouvez récupérer votre poisson éventuellement, s'il est bien accroché après le bas de ligne. Jean apprécie la pêche du Corrigan pour sa convivialité et l'ambiance qui règne entre les pêcheurs. Ici à Saint-Point, on pêche le Corrigan quasiment toute l'année, de janvier à novembre, à la date de fermeture, condition que le lac ne soit pas gelé au mois de janvier, bien entendu. La meilleure période, c'est avril-mai. À cette période, on touche le Corrigan à fond, dans des profondeurs allant de 20 à 25 mètres. Et puis, progressivement, avec la chaleur, avec l'été, le Corrigan bouge, il remonte. On le pêche entre deux eaux, parfois jusqu'à 6 mètres sous la barque, bien qu'on pêche à des grandes profondeurs. À l'automne, il a tendance à redescendre un peu. On le pêche en groupe, comme vous pouvez le constater. Les pêcheurs se rassemblent sur des postes plus intéressants que d'autres. On échange les informations. On va apprendre si le Corrigan est plutôt à fond, plutôt en hauteur, s'il mord plutôt sur du rouge, plutôt sur du gris, et ainsi les informations circulent. C'est une pêche grégaire, on va dire. Très gros. Ah, il est petit, hein? Je vais retourner à l'eau. C'est pas pour une famille nombreuse, celui-ci. Oh, il fait juste 30. On va le relâcher. Il a un peu de mal, hein? Voilà.
Alors le problème du corégone en été, c'est sa conservation. C'est un poisson très fragile, poisson de fond, donc qui subit une forte décompression à la remontée. Il vient d'une eau froide, le fond du lac est à 4 ou 6 degrés et il arrive à une température en surface qui est pas loin de 25 degrés. C'est un poisson à chair fragile, il faut donc le traiter rapidement. Là je rentre, mais si je devais rester, il faudrait la glacière, vider le poisson, l'écailler, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème au niveau de sa qualité gustative. Voilà, des poissons calibrés. Plein d'espoir, Marcel s'installe méticuleusement. Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Il y a un bout de mâchoire de poisson tout à l'heure. Oh la bagarre. Bernard ne perd pas de temps et réalise déjà sa première capture. Il a tout emmêlé parce que j'ai laissé un moment. Ah oui, on va mettre des pressions. Moi, je sens que je vais avoir une touche. Moi, je vais en prendre un. Il n'y a qu'un truc qui est con, c'est que mon tout à brosser. Cette façon traditionnelle de pêcher le corégone n'est pas la seule possible, comme l'explique Daniel. La pêche du corégone demande un matériel très spécifique et je conseille aux vacanciers de découvrir cette pêche avec un matériel dérivé, type à l'anglaise, avec une canne feeder ou une canne anglaise traditionnelle. Il suffit donc de mettre un plombier de 8 à 10 grammes au bout et de pêcher le corégone comme les autres personnes du cru. Vous laissez descendre votre plombier et vous tenez le fil soit à la main ou alors ce que vous pouvez faire aussi c'est canne posée et vous attendez la touche. Pour relier le bas de ligne à mon fil de ma canne, de mon moulinet, je présente déjà une petite perle sur le fil et ensuite un émerillon. Et là je vais accrocher mon plombier. La petite perle sert uniquement à éviter de remonter trop la ligne et que l'émerillon passe dans le sillon du feeder, et là ce serait la casse à tous les coups. Ensuite donc j'ai mon plombier avec mes différentes imitations. Je vais mettre 5 nymphes espacées de 60 à 70 cm, environ 3 mètres, 3 mètres 50, la longueur de la canne à peu près. Voilà, on utilise divers motifs, diverses imitations, vous voyez, du vert, rouge, noir, cerclé ou non, ça dépend.
Alors, pêcheur, ça a marché? Oh, pas trop mal, hein. J'en ai pris 3, hein. Bon bout, hein. 3 beaux, 3 beaux. Oui. C'est bien. Vous avez parfaitement réussi. Oui. Allez, à bientôt. Donc pour pêcher le corrigone, on a droit de mettre 10 hameçons sur la ligne, sur une longueur de 6 mètres. Alors c'est un peu le style de la palangrotte, c'est-à-dire qu'on a un plomb qui est au fond, et on a nos nymphes ou nos Scooby-Doo, puisqu'il y a eu une certaine évolution, on verra tout à l'heure les différents montages qu'il y a eu en, disons, une dizaine d'années, puisque la pêche a évolué en même temps que les conditions de prise, puisqu'on s'est aperçu qu'en évoluant dans le matériel, le poisson évolue aussi, même au niveau du diamètre du fil, on a dû s'adapter pour avoir plus de touches. Donc dans le système du plombier, on a donc un plomb qui fait à peu près entre 7 et 10 grammes au fond. C'est surtout fonction de la puissance du sillon. Donc il faut que le plomb courbe le sillon, mais pas trop, pour que la touche soit optimum. Parce que des fois la touche est très très fine, c'est-à-dire qu'il peut descendre le sillon, il peut arrêter le sillon, ou il peut même remonter le fil. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise du fil fluorescent, parce que quand on relâche, des fois il prend en redescendant, donc le plomb ne redescendant pas, le fil reste en surface comme ça. Et là on sait qu'il y a une touche, puisqu'à 15 ou 18 mètres, il n'y a pas d'obstacle. Donc obligatoirement, c'est un poisson qui a mordu, et au lieu de prendre en descendant, il a pris en remontant. Donc lorsqu'on a un poisson, comme on a des hameçons sur 4 ou 5 mètres, si le corrigone est pris tout en bas, pour pouvoir remonter le poisson, on utilise une rallonge. Donc il faut que cette rallonge corresponde à la longueur de la ligne. Donc on l'enfile dans la canne, tout en maintenant le contact avec le poisson, et on remonte en dépliant la rallonge. Voilà. Annie a un autre système, elle, c'est le système du crochet. Oui, moi j'ai appris à pêcher le corrigone sur le lac d'Annecy. Donc, il pratique avec le crochet, pardon. Le crochet, c'est peut-être plus difficile que la rallonge. Pour moi, c'est plus difficile. Mais comme j'étais habituée à pêcher le crochet, donc j'ai continué à le faire. Alors, dès que j'ai une touche, hop, je tire. Je remonte mon poisson. Ensuite, je prends mon crochet, je mets le fil dans le crochet, je déplie mon crochet et je fais travailler mon poisson. Voilà. C'est différent de la rallonge, mais enfin, je suis habituée. Peut-être que si j'avais appris avec la rallonge, ça aurait été aussi bon. Au départ, pour imiter le verre de vase, on mettait sur l'hameçon des petits tubes en caoutchouc rouge. Puis plus tard, pour imiter le cerclage de ces verres de vase, on faisait des tours avec du body glass. Après, on a utilisé le lure-fil, qui est un fil plastique qui s'allonge et qui est très facile pour monter. Et dernièrement, ce qui marchait le mieux pour prendre les corrigones, ce sont des hameçons doubles qui permet à la potence non pas de revenir dans le fil comme un hameçon simple, mais qui plane et l'hameçon reste à 90 degrés.
Et bien la touche, en principe, je regarde le bout de mon canin là. Autrement, on peut la sentir là dans le doigt. Hein. Des fois, on regarde le paysage, on regarde n'importe, hein, puis on pêche. Oui, et puis, qu'est-ce que tu fais lorsque tu ressens que tu vois une fois que j'ai une touche, là, il faut que je remonte à toute vitesse. De façon très ample. Ah oui. Oui, je remonte le plus haut possible là, et puis après, hop, je tire vite sur le poisson pour pas lui donner qu'il prenne de l'avance sur moi. Hein, je tire tout le temps. Je tire, là. Et puis après, j'enfile au bout de ma canne, là. La rallonge. Ma rallonge, là. En ma rallonge, moi, je l'amène toujours... elle est prête. Hein, j'ai déjà mis... Elle était escopite, mais je la mets toujours prête dans la... Comme ça, j'ai qu'un embout enfilé, et puis après, hop, je peux y aller. Alors, je tire comme ça. Et puis allez, je maintiens le poisson le plus loin de la barque. Est-ce que le poisson ne cherche pas à aller dans la corde? Ah ben souvent. Enfin, s'il vient ici, je tire un coup là, et puis je le ramène. Et tu préconises une remontée rapide ou plutôt lente? C'est peut-être lent, mais moi souvent je fais rapide. Ça veut dire que quand il arrive au-dessus, ben il peut plus, il est essoufflé, alors des fois on a plus de facilité parce qu'autrement il va replonger, il va... La remontée rapide l'indispose et le rend moins combatif. Ah oui, il arrive au-dessus là, il ne peut plus aller. Alors, des fois il est sur le dos parce que c'est un poisson, il n'est pas dur de la gueule, hein. Pour en rien il se décroche. Alors s'il arrive au-dessus, il est à moitié mort, comme ça on le met dans l'épuisette et puis... Mais on dit que s'il repart, par contre, il est beaucoup plus difficile à capturer définitivement. S'il repart, il faut vite lui redonner du fil, hein, parce qu'il casserait tout. Ouais. Pourquoi utilises-tu une épuisette métallique? Ben, une épuisette métallique, ça va rudement bien, j'ai déjà remarqué. Parce que quand on prend le poisson, qu'on met le poisson dedans, on a des hameçons, ben, ils se crochent un ou deux comme ça. Si c'est une épuisette en corde, j'en avais une au début, je perdais, tous les coups que je prenais un poisson, je mettais une demi-heure pour retirer les hameçons. Tandis qu'avec celle-là, ben, ça va rudement bien, c'est pratique, on décroche un ou deux hameçons, ils ne se reprennent pas, puis ça peut pas être mieux ça. Alors on nous pose souvent la question, la suivante, qu'est-ce qu'un pêcheur de corrigone? Cette question elle revient souvent, alors on la définit un petit peu d'une façon bizarre. On dit souvent que le pêcheur de corrigone, le vrai pêcheur est un corrigomaniaque. Alors pourquoi ce terme? Parce qu'on pense qu'il est atteint d'une maladie un petit peu bizarre, due à un virus particulier, ça s'appelle la corrigonite. Alors dès qu'on est frappé par cette maladie, on ne peut plus guérir, c'est terminé, il n'y a plus de remède. Et les effets donc de ce virus, c'est un peu comme ceux de certains stupéfiants, pardon. On ne peut plus aller contre. On devient accro, et souvent on devient accro dès la première prise, dès les premières parties de pêche. Si on a bien réussi cette pêche au corrigone, alors là on est, comme on dit, baptisé pour toujours. Oh Dédé, il en a bien un. T'as vu? Oh! C'est bien Dédé, bravo! Dépêche-toi! C'est pas vrai.
Le pêcheur de Corégone est-il un pêcheur comme un autre? Quelles sont ses qualités, Jean-Jacques? Mais à mon avis, la principale qualité, c'est la concentration. C'est la qualité numéro 1, disons, requise pour cette pêche. En effet, il faut être tout à fait dans son sujet, si je peux dire, concentré dans son sujet pour réussir. Alors, être concentré, ça veut dire toujours en état de tension, avoir toujours une certaine tension, et fixer donc attentivement l'extrémité du sion, du canin, le bras un petit peu en extension et la main très sensible. Alors évidemment, une minute ou une seconde d'inattention et c'est la catastrophe, c'est fatal. Le poisson qui passe là se décroche ou alors ne peut pas être ferré. Il est conseillé, bien entendu, de ne pas trop regarder les baigneurs et les baigneuses ou admirer les sirènes qui passent sur un catamaran, parce que là c'est encore le pire. Concentration et patience. Ces qualités, Bernard les possède à coup sûr. La preuve, encore une capture. Bon poisson. Bon poisson. La pêche du Corégone, pour certains, est un petit peu monotone, lassante. C'est vrai que pour un débutant qui vient à la pêche pour la première fois, qui rentre bredouille, qui n'a pas eu de touche, il ne reviendra peut-être plus à cette pêche. Il faut dire en effet que c'est une pêche qui est statique. On est installé sur la barque, on est amarré. Il y a en dessous de nous une vingtaine de mètres d'eau. Et cette pêche est faite donc d'un ensemble de gestes que l'on doit répéter. Donc c'est la partie, disons, qui est un petit peu monotone. Alors ces gestes que l'on doit répéter sans cesse sont au nombre de centaines ou de milliers durant une partie de pêche. On en compte environ 300 dans l'heure. Donc c'est cette répétition de gestes, toujours les mêmes, qui peut paraître un petit peu monotone et lassante. Mais évidemment, le pêcheur de Corégone doit avoir une autre qualité aussi, c'est celle de... une autre qualité, c'est la persévérance. Bon, s'il abandonne au bout de quelques heures, évidemment, il ne fera jamais de pêche. Mais il sait qu'au bout du compte, un jour ou l'autre, il sera récompensé. Donc la persévérance est encore une de ses qualités. Raté. Ah, le troisième que je rate, hein. Ah, dommage, hein, c'était un beau, hein. Ah, c'était un beau, il m'a fait une belle touche. Hein. Il m'a fait une belle touche, oui. Je pense pas qu'il m'a arraché mon hameçon. Décidément, ce n'est pas le bon jour pour Marcel. Le pêcheur de Corégone n'est pas tout à fait un pêcheur comme les autres. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est la vérité, mais à chacun donc de définir cette philosophie. Je pense qu'il a des convictions personnelles, il a une sorte de foi inébranlable dans la pêche qu'il pratique, dans son matériel, dans les endroits où il pose sa barque. Et il croit véritablement en ce poisson qui est un petit peu mystérieux et puis souvent invisible puisqu'on le pêche dans les profondeurs du lac. Alors je pense que tous ces faits-là montrent que le pêcheur de Corégone n'est pas tout à fait un pêcheur ordinaire, disons.
Gérard, marchand d'articles de pêche dans la région, connaît bien le lac et les prises qui y sont réalisées. Donc les corégones varient entre 3,5 kg à 4 kg. Les records de France sont battus dans le lac Saint-Point, le lac de Remoret. Actuellement, un bon pêcheur prend 200-300 corégones par an. C'est important. On peut dire la taille moyenne maintenant d'un corégone, 1 kg. Ça fait des belles parties de pêche. D'autre part, dans ces deux lacs, nous avons la chance d'avoir de grosses espèces de poissons, des brochets qui varient en record 1,20 m, 1,30 m très couramment. On va dire qu'il s'en prend une dizaine par an, 30 livres, c'est très important. On a des perches qui voisinent aux alentours 1,2 kg, 1,5 kg. Des gardons 700 grammes à 1 kg, qu'on voit rarement en France. Des tanches, on a des tanches qui font en moyenne 2 kg et des records de 3,5 kg à 4 kg. Beaucoup de pêcheurs locaux entretiennent durant toute la belle saison leur coup à l'anglaise. Ils pratiquent essentiellement en barque qu'ils amarrent solidement à des piquets. Dès le lever du jour, ils réalisent de belles captures de gros gardons et de tanches. Mais sitôt le soleil haut dans le ciel, ils repartent sur les postes à corégones. Certains inconditionnels de la pêche au cou s'y adonnent avec succès à longueur de journée. Ils n'ont que l'embarras du choix, car ici toutes les techniques sont possibles. La plombée, la grande canne. La meilleure période pour la pêche des carnassiers s'étend du mois de juin au mois de novembre. Dès l'ouverture, les brochets et perches sont traqués, du bord ou en barque, sur des secteurs peu profonds, à la cuillère tournante et ondulante. Plus tard dans la saison, les pêcheurs s'intéressent aux gros brochets qu'ils pêchent au vif plus au large, dans les zones profondes, proches des pêcheurs de corégones. Yves est guide de pêche. Un de ses coins favoris est le lac de Remoret. Alors j'organise des stages pour les jeunes, des stages multipêche, et puis je consacre une journée pour la pêche du corégone, parce que la pêche du corégone c'est une pêche de tradition qui est beaucoup pratiquée en région Franche-Comté. Il y a beaucoup de lacs où il y a ce magnifique poisson qui se défend très bien, qui est très bagarreur. Et c'est pour ça que je consacre une journée pour emmener donc les enfants sur ce lac de Remoret, qui est très beau. C'est un lac qui est plus accessible qu'un grand lac, donc on peut plus visualiser les endroits où on est susceptible de prendre ce poisson. Et puis c'est aussi du fait que c'est une réserve naturelle, un endroit où on va découvrir plein d'oiseaux, c'est magnifique. Je vais pêcher en barque. Du bord, déjà la pêche du corégone est très difficile puisqu'on va pêcher entre 8 voire 25 mètres. Et c'est vrai que du bord, c'est pas accessible. En plus, Remoret, comme c'est une réserve naturelle,
on n'a pas la possibilité de pouvoir pêcher du bord. On peut pêcher qu'en barque. Voilà, donc ça c'est des cannes plus courtes. Pourquoi? Parce qu'ils débutent et je préfère qu'ils aient des petites cannes. Et donc j'ai des plombiers où il n'y a que 5 nymphes, donc on peut avoir des plombiers qui contiennent 10 nymphes. Ces petits canins d'1,50 m me permettront justement de pêcher avec 5 nymphes. Et pour l'initiation, je trouve que c'est très bien. Les poissons ne sont pas les seuls habitants de ces lacs. Ce milieu naturel vivant abrite également une faune et une flore très riches et variées. Plusieurs plantes rares sont protégées, telles la renoncule grande douve et le sanson à feuilles en spatule. De nombreux oiseaux aquatiques trouvent dans la riche ceinture végétale le gîte et le couvert. Canards, foulques macroules, grèbes huppées, hérons cendrés, cygnes, créent une incessante activité dans ces eaux dites dormantes. Mais cette oasis de nature sauvage est extrêmement fragile. Pour continuer à nous enchanter par sa beauté et sa richesse, il doit faire l'objet d'une attention toute particulière.